C'est le championnat d'Europe. Où est l'argent? Où est l'argent? Sud Radio, la radio du rugby. Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Donner de l'argent à un paresseux, c'est donner de l'absinthe à un alcoolique. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs, salut Alex. Bonjour, puisque tu es un oiseau de nuit. Philippe Spanghero, le salarié cap va évoluer, mais pour prendre quelle direction? Quelle nouvelle philosophie va-t-elle guider le top 14? C'est une information signée l'équipe lors d'une réunion de travail entre présidents de clubs de top 14. Des premières orientations sur l'évolution du salarié cap ont été discutées. Avant de les évoquer, faisons le point d'abord sur le format du salarié cap actuel. Quels sont les montants clés pour bien comprendre le cadre actuel? Le montant clé, c'est 10,7 millions. Ça, c'est la règle pour tous les clubs, au-delà des enveloppes de joueurs internationaux dont on reparlera tout à l'heure. Il y a eu une baisse successive ces dernières années. On était plus haut, on était à 11,3 millions, on est redescendu à 11 millions, puis à 10,7 millions. Ça s'est fait de façon très progressive. Moi, j'avais salué ça à l'époque parce que je dis souvent qu'il faut faire attention à pas créer une bulle spéculative sur un marché français. Quand on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde, on était déjà sur des échelles assez élevées, puis on voyait quand même que pas mal de clubs étaient en déficit. Donc, c'était à cette époque-là plutôt une bonne stratégie, et c'est toujours très difficile de faire marche arrière, je le répète souvent, mais quand des montants avaient été arrêtés et une stratégie de club avait été prise, de revenir en arrière, c'était difficile. Ça a été fait pour le bien du rugby français, je crois, mais aujourd'hui, les réalités changent. On voit que le rugby fait vendre, que les stades sont pleins, que l'économie du rugby progresse dans ses droits télé, dans ses revenus jour de match, et donc il faut aussi se servir de ce constat pour dire est-ce qu'on ne peut pas revoir un peu la copie? Et donc c'est ce qui est sur la table aujourd'hui entre la Ligue et les présidents. Et pour être bien complet, tu parlais d'une enveloppe particulière donc pour les crédits internationaux. Qu'est-ce que c'est et quel est le montant? Alors assez simplement, donc il y a une liste de joueurs concernés dans les crédits internationaux, et les clubs qui ont ces joueurs dans cette liste, en fonction du nombre de joueurs, ont une enveloppe de dépassement de salary cap de 180 000 euros par joueur. Voilà. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que le Stade Toulousain est assez ciblé, même s'il n'y a pas forcément de volonté de porter atteinte au Stade Toulousain. Mais c'est le Stade Toulousain qui revient souvent dans les discussions, malheureusement pour eux, parce qu'ils ont utilisé la règle qui avait été édictée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Stade Toulousain, ces dernières saisons, par son statut et son nombre de joueurs internationaux et le travail de sa formation, a à peu près 2 millions, entre 2 millions et 2,4 millions par an de poches de salary cap supplémentaires. Et donc, le Stade Toulousain a une possibilité de budget ces dernières saisons autour de 13 millions de salary cap, quand d'autres clubs sont à 10,7 millions. Donc c'est aujourd'hui l'inquiétude de pas mal de présidents de dire mais finalement avec cette règle qui au départ était une bonne règle, le Stade Toulousain notamment a pris l'ascendant et crée quelque part un déséquilibre dans la possibilité de jouer avec le salary cap. Alors on parle du Stade Toulousain bien évidemment, mais il y a d'autres clubs concernés. Par exemple, si pour aider les gens à comprendre, quand par exemple La Rochelle a recruté Nolan Le Garec, je dis des chiffres indicatifs. Admettons que La Rochelle prévoit de le payer 40 000 euros par mois. Et bien avec l'enveloppe salary cap, avec l'enveloppe des crédits internationaux, on va dire que le salaire revient à peu ou prou à 23 24 000 euros au club de La Rochelle, parce que avec ce crédit-là, bien ça laisse un peu plus de marge par rapport au salary cap. On est d'accord, Philippe? Oui, attention, le coût pour le club, il est total. C'est-à-dire que le salaire il est le payé même par le club. Mais il y a que la moitié. En l'occurrence, là, il y a quasiment que la moitié qui est compris. Du coup, qui est intégré, une marge en plus, intégré dans le calcul. Intégré dans le calcul, c'est ça.
Donc du coup, ça laisse plus de marge aux clubs qui ont des internationaux pour recruter et pour aller au-delà donc du salary cap de 10,7 millions. L'équipe nous dit que depuis quelques semaines, des clubs de présidents de top 14, des présidents de clubs de top 14 discutent autour d'un ajustement simultané du plafond principal et des crédits internationaux, comme tu le disais Philippe. Le plafond donc pourrait être ainsi relevé à 11 millions au lieu de 10,7 actuellement. Et dans le même temps, on parle d'une dégressivité des crédits internationaux. À quoi on doit s'attendre, Philippe? On peut s'attendre à quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire de caper le nombre de joueurs qui donnent droit à ce crédit salary cap. Voilà, aujourd'hui, de ce qui se dessine, de ce que j'entends à droite à gauche, le nombre de 7 joueurs revient quand même assez régulièrement. Et l'idée, c'est de dire que au-delà de 7 joueurs, les enveloppes de dépassement de salary cap ne s'appliqueraient plus pour amener une forme d'homogénéité, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'à part le Stade Toulousain, tous les clubs pourvoyeurs de joueurs internationaux, ils vont rarement d'une saison à l'autre au-dessus de 7 joueurs fournis à l'équipe de France. Et donc finalement, il y a cette exception du Stade Toulousain. Alors honnêtement, du côté du Stade Toulousain, on trouve ça assez injuste et on peut le comprendre parce que eux, ils ont. C'est une règle anti-Stade Toulousain ou quoi, Philippe? On est en train d'essayer de tuer l'hégémonie toulousaine, c'est ça qu'on est en train de faire? Alors honnêtement, il y a deux visions qui s'affrontent et j'essaie de rester objectif parce que j'ai quand même des liens avec le Stade Toulousain. Il y a deux visions qui s'affrontent. La vision du Stade Toulousain qui est de dire finalement, on peut l'expliquer comme on veut, mais toutes les règles qui sont proposées, elles handicapent qu'un seul club, c'est le Stade Toulousain. Et vous avez aussi un nombre important de présidents qui disent mais ça n'a rien à voir contre le Stade Toulousain, c'est pas orienté contre le Stade Toulousain, c'est orienté pour la préservation du produit. Parce que la crainte de pas mal de présidents et de personnes de la Ligue, c'est d'arriver à ce qui s'est passé au foot ces dernières années avec l'hégémonie du PSG, parce que ça fait perdre de la valeur au produit si vous avez un club qui, tous les ans, est beaucoup trop dominant et tue un peu le suspense. Alors au rugby, vous avez toujours les phases finales quand même, hein, contrairement au foot qui amène cette forme d'incertitude. Mais une partie des présidents disent oui, mais dans la durée, si on ne change pas cette règle, avec cette possibilité de quasiment 2 millions annuels de salary cap supérieur pour le Stade Toulousain, ils vont renforcer leur domination au fil du temps et c'est le risque de porter préjudice au produit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre objectif qui serait peut-être de rendre les effectifs du coup plus larges avec plus de salary cap et donc de dispatcher peut-être plus harmonieusement les temps de jeu et protéger de facto la santé des joueurs un peu plus qu'actuellement? C'est possible aussi, alors c'est évoqué, honnêtement ce serait une conséquence heureuse. Mais je ne suis pas sûr que la discussion et les projets qui soient. C'est-à-dire qu'avec les 300 000 en plus, on ne va pas recruter plus de joueurs et élargir l'effectif, on va juste plus les payer, tu penses? Non, je pense qu'il y aura un peu des deux. Mais en tous les cas, la philosophie première, elle n'est pas orientée vers ça à date. Par contre, il faut quand même faire attention parce que le risque de tout ça, c'est que des gros pourvoyeurs demain, là on parle du Stade Toulousain, mais vous avez des clubs comme La Rochelle, comme l'UBB, comme Pau qui est en train quand même de devenir un pourvoyeur important de l'équipe de France, qui pourraient dire de même, mais attendez, moi, si on est capé à 6 joueurs ou 7 joueurs pour lesquels on bénéficie d'un intérêt vraiment de les donner à l'équipe de France, au-dessus de 6 ou 7 joueurs, on ne vous les donnera pas. Et c'est ça le risque aussi, in fine. C'est de porter atteinte à cet équilibre Ligue-Fédé qu'on a mis du temps à trouver, qui aujourd'hui me paraît plutôt efficace. Parce qu'en effet, on peut comprendre que demain, le Stade Toulousain dise « Mais attendez, moi, on m'ampute de 10 ou 11 joueurs par saison. Vous me payez que sur 7. Les 4 autres, j'ai un préjudice trop important dessus. » Parce qu'en réalité, entre les matchs de l'équipe de France, plus les périodes où ils sont off, etc., on a au moins un tiers de la saison sur lequel on ne peut pas compter sur eux. Et donc, si on n'a pas en plus la possibilité de dépassement de salary cap pour pallier à leur absence, on n'a plus aucun intérêt à jouer le jeu de l'équipe de France. C'est un peu ça le risque et la fragilité de toutes ces discussions, parce qu'il y a l'enjeu propre des clubs, il y a la réalité économique qu'on connaît aujourd'hui et donc le sujet de l'évolution du salary cap, mais il y a aussi la préservation de l'équilibre Ligue-Fédé.
Et tiens d'ailleurs, bon, j'ai un cas d'école. Je te prends au dépourvu totalement, hein, Philippe, hein, mais c'est un cas d'école qui m'est revenu, qui m'a été suggéré par un président de club de Top 14 aujourd'hui, qui me dit qu'est-ce qu'on fait avec Kelvin Gourcuff qui est encore en contrat espoir jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que le Stade Toulousain va bénéficier de crédits internationaux pour un joueur espoir? Parce que là, Honnêtement, même, c'est un cas rare. J'ai pas la réponse. C'est dingue. Non, j'ai pas la réponse. Et puis, oui, puis le sujet des contrats espoirs, il s'est beaucoup démocratisé. Il pose pas mal de questions, le sujet du contrat espoir, parce que aujourd'hui, on peut l'avoir longtemps. Louis Bielbiarré est devenu international en contrat espoir. Et donc, il amène une question justement sur l'impact dans le salary cap, mais il amène aussi une autre question beaucoup plus philosophique dans le rugby. C'est le sujet de la RIF, la réforme sur les indemnités de formation, parce que en contrat espoir, ça se déclenche pas pour revenir au club formateur. Et donc, il y a plein de questions qui doivent être aussi abordées sur le traitement consacré à l'impact des contrats espoirs à différents niveaux. Mais il y a beaucoup de chantiers sur la tablette dans le rugby français aujourd'hui. Ah ouais, il y en a toujours eu. Hein. Mais là, honnêtement, c'est des sujets vraiment très stratégiques pour l'avenir moyen-long terme, je trouve. Et d'ailleurs, un dernier sujet que je vais évoquer avec toi dans cette chronique, et je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur parce que c'est très important pour le rugby français. On parle d'une exclusion des contrats d'image joueurs équipementiers du salary cap pour donner plus de marge aux joueurs sur leur image. Ce serait à l'étude. Donc par exemple, admettons Antoine Dupont qui aura un contrat avec avec une marque qui ne fait pas partie du pool de sponsors du Stade Toulousain, eh bien l'argent qu'il recevrait de ça serait exclu du salary cap. C'est un sujet très périlleux, très difficile à manier, à faire respecter, hein, Philippe Spanghero. Là, il y a danger. Alors il y a danger, oui et non. En fait, d'abord, dans la façon dont c'est écrit, on parle du contrat équipementier. Alors ça paraît cohérent dans les faits, parce que l'équipementier, on considère que c'est un élément indispensable au contrat de travail. C'est-à-dire que le joueur, s'il n'a pas de crampons, il joue pas. Donc philosophiquement, c'est un sujet assez simple. À part que ça ne règle rien, parce que les montants sont dérisoires, à part pour les très très gros joueurs. Et les très très gros joueurs dont on parle, ils sont déjà sous contrat avec des équipementiers différents des équipementiers des clubs, pour la plupart. Et ils sont déjà pas intégrés dans le salary cap. Antoine Dupont, il est chez Adidas. Romain Ntamak, il est chez Adidas. Donc, j'ai vu passer cette information. J'ai beaucoup de mal à la comprendre. Philippe, si demain il y a Nike, qui est le partenaire du Stade Toulousain, qui dit nous on vend Antoine Dupont pour tant, on négocie avec le Stade Toulousain, et il peut y avoir un conflit d'intérêts dans ce cas-là. Ouais, alors conflit d'intérêt, oui et non, mais ce serait aussi logique. Et là, pour le coup, c'est très logique que ça sorte du plafond du salary cap, parce que tout ça est très cohérent. Parce que, encore une fois, le sujet équipementier, il est toujours un peu particulier dans la vision globale, parce qu'on considère que les équipements, ils font partie intégrante de la mission et du contrat de travail. Mais en fait, j'ai des choses qui me viennent en tête et que j'ai évoquées avec des gens du rugby pro qui me disent ah ouais, c'est pas idiot. Je trouve qu'en fait il y a des choses assez simples pour régler ce problème-là, parce qu'on a eu le débat avec Jean-Baptiste Lissalde il y a quelques semaines maintenant. En fait, on a mis sur la table un sujet quand Antoine Dupont en a parlé, repris par Greg Aldrit, etc. Ils avaient raison, parce qu'on peut considérer que ces joueurs-là sont lésés. Mais ces joueurs-là qui ont pris la parole, ils sont combien concernés ? Ils sont 10, 15. Aujourd'hui, des montants importants de droits d'image versés par des sponsors, ils concernent que les joueurs cadres de l'équipe de France. Pourquoi on ne fait pas une règle dédiée aux joueurs premium de l'équipe de France ? En disant, voilà, on considère qu'un joueur pour ça, il faut les identifier, France, les joueurs premium. Oui, mais oui, mais tous les ans, la liste, elle est faite. Tous les ans, elle est identifiée, la liste, puisqu'elle sert de référence justement pour les indemnités. Pour les crédits. Et oui. Donc ça c'est logique pour moi, parce qu'on considère en effet que ces joueurs-là, ils ont une valeur marchande, et on peut considérer en effet qu'un sponsor ait envie de s'associer à l'image individuelle au-delà de l'image du club. Après, on a vu des choses par le passé qui étaient beaucoup plus alambiquées. Quand vous avez un joueur qui est
à peine international qui touche par un sponsor 80 ou 100 000 euros par an de droits d'image et que cette image, elle n'est même pas exploitée en communication, ben là, vous pouvez avoir des doutes. Mais aujourd'hui, quand vous parlez d'un international qui est un international récurrent de l'équipe de France, c'est quand même assez logique de se dire qu'il a une image marchande à laquelle des partenaires veulent s'associer. Donc je pense qu'il y a des solutions assez sages à mettre en place et autour desquelles réfléchir sans ouvrir la boîte de Pandore. Mais moi, tu vois, je donne. Alors attention, c'est une théorie, ce n'est que théorique. Je ne veux pas parler spécifiquement d'un cas, mais ce n'est que de la fiction. Kelvin Gourg, qui est clairement en train d'exploser. Il a la gueule, il a le jeu d'une potentielle star du 15 de France à l'avenir. Si demain Kelvin Gourg il frappe à la porte du Stade Toulousain et dit je suis en train d'exploser. Est-ce qu'on peut parler de prolongation et d'augmentation salariale? Si le Stade Toulousain dit, écoute, on peut te donner tant, mais ce sera via un contrat d'équipementier. Mais pour ça, il faut que tu signes chez Nike, qui est notre équipementier au Stade Toulousain. Nike te veut. Donc Nike est capable de mettre tant sur la table et nous, eh bien, ça fera partie de ton salaire. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'avoir des discussions comme ça, porte fermée, pour que il y ait des compléments de salaire par des négociations entre équipementiers et clubs? Ça s'est beaucoup passé par le passé. Aujourd'hui, je le crois de moins en moins, parce que les joueurs ont des agents et des conseils, et les joueurs aujourd'hui sont quand même tiennent leur business. Mais encore une fois, c'est que fiction, ce que je dis. Non, mais les joueurs ont conscience de leur valeur, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit le joueur dit, voilà, moi je vaux 25 000 euros par mois, et après le business à côté, c'est autre chose, quitte à faire un petit effort. Mais si demain vous avez un joueur qui se dit, je vaux 25 000 euros par mois juste avec mon club, et que le club lui dit, écoute, nous on va te donner 15 et les 10 on va te les donner de façon détournée, mais tu pourras pas le monnayer toi directement à côté, les joueurs diront oui, mais ok, mais vous m'imputez d'un potentiel de développement de business de mon image personnelle. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont complexes parce que aujourd'hui, les joueurs qui ont vraiment le potentiel d'être des joueurs importants de l'équipe de France, ils ont leur vision club, leur vision salariale avec leur employeur qui est le club. Et puis à côté, ils ont leur sujet de relations publiques, de partenariat d'image individuelle, et ça devient des enjeux importants. Mais je le répète, qui concernent, 10, 15 joueurs max. Voilà, parce que on va dire que on va parler de montant, si vous voulez. On peut considérer que ça devient significatif pour des joueurs internationaux reconnus, au-delà de 80, 100 000 euros par an de contrat d'image à côté. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que dans le monde du rugby, il n'y a pas plus de 15 joueurs en France qui ont des contrats d'image personnelle au-dessus de 100 000 euros par an. En tout cas, c'est un sujet passionnant et que ce soit le salary cap, que ce soit les crédits internationaux, les contrats d'image, énormément d'enjeux autour des discussions. Prochaine salve de discussions et une réunion autour du 16 décembre et des applications et des annonces courant janvier. On vit une période déterminante pour l'avenir du top 14, Philippe Spanghero, si on a bientôt compris. Oui, une période déterminante, enfin, du moins très importante, parce que dans la philosophie, là, on est sur des sujets de fond qui vont donner la direction, encore une fois, pour le moyen-long terme. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut savoir tenir compte du contexte actuel et de la bonne santé financière, malgré tout, du rugby français et s'y adapter. Et à la fois trouver les bons équilibres avec les clubs qui ont mis des moyens dans la formation, qui sont des pourvoyeurs importants de l'équipe de France. Et puis, encore une fois, traiter ces nouveaux sujets de droit d'image individuelle des joueurs qui sont plus prégnants qu'il y a quelques années et pour que personne se sente lésé dans ce format-là, tout en gardant quand même en tête que le monde du rugby est en difficulté financière, qu'on vit quelque part dans un écosystème, et ce serait dommage de créer de la surenchère entre nous au risque de mettre nos clubs en difficulté, alors que partout ailleurs dans le monde, l'économie est beaucoup plus fragile.
Merci beaucoup Philippe Spanghero, passionnante chronique que vous retrouverez évidemment sur sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Sud Radio et sur nos réseaux sociaux Sud Radio Rugby, Facebook, Instagram et Twitter. Et tiens, et gratuitement, puisque mon droit d'image est cédé à Sud Radio. Et tiens,